Il est temps de vous informer. Une fois de plus, vous êtes là sur votre chaîne CSS Télévision, canal Studio Satellitaire. On a fait l'effort d'aller les chercher parce que vous étiez très nombreux à les réclamer dans cette émission parce que vous voulez l'écouter. Lui, il s'appelle professeur Omeonga, il est professeur ordinaire à l'Université nationale de Kinshasa, donc l'UNIKIN. Il est aussi au cadre d'un grand parti, d'un vrai scientifique, un sénateur, le sénateur Cheo Kitundu, le parti PSDV. Il est ici avec nous. Avec lui, on va décrypter les grandes lignes d'actualité et surtout, on va chercher à ce que nous puissions avoir les analyses scientifiques pour que la RDC se développe. Nous avons besoin des têtes bien faites de la nation. Professeur Omeonga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup Delphin de recevoir dans ce studio magnifique. Et comme d'habitude, on va essayer de faire un effort, d'échanger de point de vue d'actualité politique et que vous me recevez surtout plus comme cadre scientifique, aussi peut-être de considérations politiques, ça ne peut pas manquer. Voilà. Au professeur Omeonga, quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, quelqu'un m'a dit, mais sa deuxième nation, c'est la France. Et est-ce qu'il aime réellement le Congo? Oui, non, mais je crois que celui qui vous a donné l'information n'était pas juste parce que le professeur Omeonga, effectivement, a demandé peut-être d'effectuer le parcours. Moi, je suis quand même de père et de mère congolais. De père et de mère? Oui, de père. Il m'a dit, quand tu reçois les gens, il faut que ces gens puissent te donner leur identité claire. De père et de mère congolais. Et puis, deuxième chose, je crois que j'ai fait mes études au Sankoro et que j'ai terminé ma licence à Lubumbashi et que d'ici, après la licence à Lubumbashi, je suis parti en France. Ce n'est pas par volonté, mais c'était contré par l'exil. À cette époque-là, il y avait la dictature de Mobutu. On était exilés, presque tous les Lumumbistes. Vous avez les grands frères Mende, les grands frères Cheo Kitundu, les généraux Olenga. Ce sont des gens qui ont été exilés pour des raisons politiques, les Lumumbistes à l'époque. Et puis alors, c'est là où j'ai profité aussi de faire toute ma thèse. Et j'ai effectivement des enfants en France, et j'aime la France, mais ce n'est pas pour autant que... Donc c'est votre deuxième nation? Non, pas deuxième nation, la nation... C'est un pays qui vous a accueilli, un pays qui vous a... Merci beaucoup, qui vous a accueilli. Donné presque tout alors. Qui m'a accueilli, je m'a accueilli avec les enfants maintenant, qui m'a donné toute la dimension scientifique aussi, parce que c'est là où j'ai eu ma thèse à l'université Paris 1 Sorbonne. Je crois que c'est une grande université, et de là... Quand vous êtes arrivé, pour vous montrer que moi je suis vraiment, j'aime le pays, et j'ai terminé le 23 juin 1998, en juin, et en octobre, j'étais ici pour rejoindre M. Laurent Désiré Kabila et essayer de participer, de contribuer au développement de notre grand pays comme le Lumumba l'a laissé. Ok, alors, le professeur Omeonga, ce n'est pas pour rien que je vous ai invité parce que il y a même les gens qui nous suivent un peu de partout dans le monde, ils m'ont dit, face à ces questions également de la politique étrangère, il faut inviter le professeur Omeonga. Vous voyez ce qui se passe au Niger. Et professeur, pensez-vous que la France est en train de perdre son influence dans les pays ici en Afrique? Oui, en fait, c'est vrai, mais vous savez, je l'ai toujours dit aux enfants, la politique étrangère de toutes ces grandes puissances-là, les Américains. Cherchez pour moi la photo de Macron, s'il vous plaît. Les Américains, les Anglais, les Allemands, les Russes, tous ces grands pays-là, ces grandes puissances, ils ont des politiques étrangères et des fondamentaux qui ne changent pas. Mais c'est leur style diplomatique qui change. Okay. Macron n'a pas beaucoup changé la politique africaine comme de la politique étrangère de la France en Afrique. Mais maintenant, c'est sa façon de gérer l'Afrique diplomatiquement et avec tact qui change complètement. Parce qu'il n'y avait pas eu de maître quand il y a eu Sarkozy. Il y avait Sarkozy, Hollande. Donc sa manière diplomatiquement de gérer. Sa manière de gérer sur le plan diplomatique, il est faible par rapport aux autres. Oui, effectivement, de gérer, comme on appelle, des zones d'influence. Des zones d'influence. Et je crois que c'est là où pose des problèmes, parce qu'il a sa manière de voir les choses. Vous avez vu, on vous reçoit, ici on les reçoit chez nous,
et il pose des questions diplomatiquement inacceptables. Ce n'était pas bon pour un président français qui on reçoit dans un pays. Il devait arranger la forme que plutôt d'enfoncer notre président, celui qui vous reçoit. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est trop clair, il vous dit des vérités? Il semble aussi qu'il y a le président africain qui s'acharne contre Macron, surtout s'il y a des conférences comme ça. C'est plus à son époque qu'il y a plus la colère du président africain. Ce n'est pas de dire, quand on dit la vérité, c'est dans notre maison diplomatique là. C'est-à-dire, on peut dire la vérité, mais nous faisons en sorte... L'embellir. Vous voyez, d'embellir, que ça soit douce la vérité. Il faut dire que ça soit douce, ça dit que ça, on garde toujours la forme. Et ce qui lui avait manqué, c'est la forme qu'un président vous appelle, même s'il a dit la vérité, mais ce n'est pas de cette façon-là qu'il pouvait dire la vérité. Et c'est là, le président aussi a essayé de répondre, effectivement, ce qui a fait un peu la mayonnaise dans le mauvais sens, que non, les deux présidents, diplomatiquement, on ne pouvait pas s'échanger comme ça. Donc, moi, je pense que c'est la faute au Macron, surtout pour la France, en Afrique. Je crois que la chose, il est en train de tourner mal pour la France et que ça coïncide aussi avec la renaissance africaine et que le sentiment de frustration depuis longtemps et que cette idée de faire l'Afrique autrement comme elle a laissé les Nkrumah, les Lumumba, les États-Unis d'Afrique. Donc tout ça, ça rayonne maintenant pour tous les présidents africains. Alors, professeur Omeonga, professeur ordinaire, vous êtes... vous enseignez au département des Relations internationales. Vous êtes la personne la mieux placée pour nous aider. Alors, ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, vous voyez bien, c'est plus les pays colonisés par la France. C'est là où il y a plus des putschistes. C'est parce que la France fait en sorte que le président reste le président éternel, viole la Constitution, ou parce que la France veut toujours mater ces pays. Non, la France, quelles sont les vraies raisons? Oui, les vraies raisons. La première chose, c'est que c'est le sentiment de révolte. Le sentiment de révolte de ces pays-là, parce que vous savez, nous, quand il y a eu un problème chez nous ici, on a parlé de troïka. Troïka stratégique. Avec Matata Ponyo. Il n'y avait pas qu'un pays qui peut gérer la République démocratique du Congo, compte tenu de sa position géostratégique et géopolitique. Mais dans d'autres pays comme le Niger, comme la Côte d'Ivoire, là c'est la forte influence de la France. La forte influence. La Guinée, Burkina Faso. Voilà, c'est ce pays-là. Et là, la France est en train de jouer très mal parce que ce n'est pas que... la France est en train de chercher à garder. Et vous savez, dans la culture stratégique française, il y a ce que nous appelons les intérêts vitaux de la France. Les intérêts vitaux de la France, c'est-à-dire que l'uranium, la France ne peut pas passer... L'uranium, le pétrole... Comme ça. Donc, il doit faire tout pour garder ça. Malheureusement, ça arrive à un moment donné, des révoltes où les gens trouvent que non, la pauvreté, et qu'ils bénéficient trop, et qu'au lieu d'être très calme, ils cherchent un peu d'aller plus loin. Et puis, deuxième chose, comme vous avez dit, sur le plan institutionnel. Mais il laisse parfois des gens qui dépassent leur mandat. On dit 2, maintenant 3, ils ne parlent pas, ils gardent parce que le monsieur gère ses intérêts. Ici au Congo-Brazza, vous avez un Sassou qui est un président éternel. Il semble... qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie beaucoup, mais on sait très bien qu'il a fait autant plus que les autres. Ça, je ne sais pas si c'est les Congolais qui acceptent ça ou c'est la France, mais je crois que la France est en train de jouer. À un moment donné, on parlait de ELF. Donc la société pétrolière française, là, mais qui c'est au Congo, c'est aussi qui protège aussi le pouvoir. Donc tout ça, je pense que la France, quand les intérêts l'arrangent, il ferme les yeux. Mais quand ça ne l'arrange pas, il y a un coup d'État. Et on a vu qu'il y a d'autres pays qui restent avec le président intérieurement, mais il ne fait pas un effort. Alors, il faut donner raison au président libérien, George Weah, qui a dit qu'il ne faut pas donner plus la faute aux putschistes, mais plutôt condamner ceux qui s'éternisent au pouvoir. Bon, il a bien dit, mais il l'a bien dit, moi je crois qu'il l'a bien dit, par exemple, la France ferme les yeux aux gens qui, d'une manière constitutionnelle, institutionnelle, violent certaines choses. Mais la France ne parle pas. Mais quand les gens qui sont frustrés réagissent à faire des coups d'État, ils parlent. Mais ce qui est vrai, nous n'avons plus cette époque, parce que nous l'avons vécu, l'époque des coups d'État militaires. Et nous avons eu ce vent de démocratie qui est arrivé et qu'on devait
continuer dans ce sens-là. Mais la démocratie à l'aveugle est une démocratie sur papier, mais pas réelle. Parce que vous parlez de la démocratie, mais quand vous avez des présidents qui matent les opposants, les présidents qui font 3 mandats, 4 mandats, ils changent de constitution, vous parlez de la démocratie? C'est ça la démocratie selon vous, professeur? Non, la démocratie, ça vient toujours le pouvoir d'en bas. Ça veut dire que le peuple... Le pouvoir du peuple par les peuples pour les peuples. Exactement. Mais c'est que nous condamnons que le peuple eux-mêmes essaye de freiner cet élan de la non-démocratie. C'est-à-dire que les gens qui veulent aller au-delà de ce qui était prévu par la Constitution, et là, peut-être le peuple peut dire non. Et là, c'est logique. Mais ce peuple n'a pas le pouvoir, parce que ce peuple-là, si ce peuple fait des marches, ce peuple est tué par des militaires, par les dictats de présidents forts. Mais la meilleure solution, c'est plutôt les hommes armés. Ça à eux, peut-être, de se mettre à la place de la population. Voilà pourquoi il y a ces vents. Vous avez vécu à un moment donné, je crois que c'était au Burkina Faso, je pense à un moment donné, où le peuple s'est mis debout et chassait le pouvoir. Vous savez ça? C'est-à-dire que quand le peuple s'organise, le peuple se met debout, c'est l'arme la plus redoutable, même les coups militaires, les coups d'État militaires. C'est ce que, si vous ne voyez pas certaines situations persister, c'est que le peuple ne s'est pas encore mis debout. L'arme la plus redoutable, c'est la réaction populaire. Mais il semble que ces derniers temps, la population est toujours derrière les militaires qui font les coups d'État. Vous voyez, au Burkina Faso, il y a Ibrahim Traoré et qui a la confiance de la population. Mais pourquoi il est derrière? Au Guinée, la même chose, au Niger. Pourquoi il est derrière? C'est-à-dire qu'il arrive que le coup d'État militaire reste est bienvenu pour au moins se rendre compte de l'attente de la population, par exemple. S'il y a par exemple la crise économique, la crise sociale, et que ça ne va pas, autant de choses comme ça, et qu'un militaire arrive, et on suppose par attente que ce monsieur-là va amener autre chose qui a été donné par le président déçu. C'est dans ce sens-là que ça raconte parfois l'attente de la population, et ça fait l'osmose pour dire que bon, nous sommes derrière le président Ibrahim Traoré. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est aussi la révolte de cette ingérence de la France en disant que non, nous ne voulons pas de ce monsieur-là, nous voulons tout ça. Or, les gens savent très bien, le monsieur-là a été mis, même si démocratiquement, mais il a été mis dans ces pays par la France, et que la France voudrait que cette histoire de l'institution gardée chez Mohamed Bazoum, ça continue. Alors, professeur Omeonga, avant de quitter cette politique étrangère, comme quelqu'un qui enseigne au département de relations internationales, ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, est-ce les putschistes ne peuvent pas aussi agir, parce qu'il semble que Macky Sall est devenu un vrai dictateur. Son opposant, il est fait arrêter à tout moment, mais la population est avec cet opposant. Et pourquoi on libère l'opposant malgré la dictature? Malgré qu'il est, les militaires l'arrêtent à tout moment. Mais c'est la pression populaire. Et Macky Sall est conscient de cette force populaire qui peut le mettre toujours dehors. C'est pourquoi on va dire, bon, lui joue très bien un peu avec les conseils que non, il ne faut pas aller très fort comme ça vis-à-vis des peuples. Il faut aussi libérer les messieurs et essayer de dire que non, bientôt, moi je vais partir, j'ai entendu la voix populaire. C'est ce qu'on dit maintenant au Sénégal. On entend la voix populaire, ça dit qu'il attend qu'au moment arrivé, il laisse le pouvoir et puis il y a quand même quelque chose. Donc, on peut dire que non, l'arme la plus redoutable toujours, c'est la population. Alors, regardez cette photo. Oui. Professeur Omeonga, nous avons Ibrahim Traoré et le président Poutine, le président russe. Il y avait un sommet donc, où il a reçu le président africain. Et c'était une humiliation que les présidents africains puissent aller voir M. Poutine, leur homologue. L'Afrique s'est fait humilier. Non, mais c'est ça le grand problème. Quand les États africains partent dans le sommet France-Afrique, on ne parle pas d'humiliation. C'est très grave. Ça dit tout simplement les États, dans leur organisation extérieure, se trouvent par exemple dans des sommets pour discuter leurs problèmes économiques ou des problèmes politiques ou économiques, ou la coopération, pour être dans des organisations internationales, régionales ou sous-régionales. Donc, ce n'est pas pour autant une humiliation. Quand les États, les présidents africains, ce sont des États souverains,
indépendants qui décident eux-mêmes d'aller là où ils veulent. Ceux, ils ont dit que bon, nous devons aussi non seulement aller aux États-Unis, mais nous pouvons aussi aller voir le sommet Afrique-Russe et la Russie. Donc il n'y a pas un problème. Je ne vois pas où se trouve une humiliation. Est-ce qu'il n'y a pas un danger? Non, humiliation, c'est dans l'essence. Par exemple, que disait le jeune président Ibrahim Traoré. Traoré, en disant que non, nous ne devons pas venir ici mendier. Mendier, ouais. Mendier à manger. On ne peut pas. C'est bien qu'on peut établir la coopération alimentaire avec bilatérale. la Russie, bilatérale, mais ce n'est pas pour autant qu'on vienne s'agenouiller pour demander que nous donner les bleus, nous donnons à manger les céréales. C'est ce qui est un peu. Comme Macky Sall l'avait fait. Oui, il ne peut pas dire les noms du président, mais tout le monde qui suit la politique extérieure du Sénégal ou les activités de politique sénégalaise savent très bien que le président Marcel est allé. Comme président de l'Union africaine à l'époque. Il a demandé à manger, a dit que nous voulons avoir du blé là-bas. Au moment que l'Afrique a des terres arables, l'Afrique a tout ce que l'Europe a aujourd'hui, à 80%, on peut dire que non, ça vient de l'Afrique. Est-ce qu'il y a un problème de l'inconscience collective ou il y a un problème de capital humain? Non, mais je crois que ce n'est pas les consciences, capital humain, je ne sais pas par là que je voulais dire, mais vous avez dit à un moment donné, je vais compléter un peu, Poutine a dit que non. Par exemple, il a dit, la France, je ne peux pas combattre la France, je peux tout simplement le prendre de l'Afrique et la France est déjà en difficulté. C'est-à-dire pour voir que non, presque les ciments alimentaires ou les ciments stratégiques, des matières stratégiques qui font fonctionner la France, ça vient de l'Afrique. Et pour revenir à votre question en disant que non, c'est la conscience collective ou c'est les génies. Il y a un problème de capital humain, les Africains n'ont pas... C'est les deux, c'est les deux. Un leader comme Kadhafi à l'époque qui avait une vision pour l'Afrique. Kadhafi, vous rappelez? Kadhafi, effectivement, c'est comme j'ai dit, actuellement, c'est ça la renaissance africaine, c'est-à-dire que les gens trouvent que maintenant, on peut que se libérer de la force populaire et établir notre société comme on le veut, comme Kadhafi. Nous avons préféré que ce soit l'Afrique doit écrire son histoire seule. Donc c'est pourquoi les Kadhafi, les États-Unis d'Afrique, ce sont des choses maintenant qui rayonnent dans les têtes des intellectuels, des élites, et parfois qui fait renaître cette conscience africaine. Donc maintenant, il faut que les Africains, tout en recommandant ces choses-là, essayent de travailler en synergie. Il ne faut pas tout simplement... Vous voyez, par exemple, c'est un peu... Un pays comme le Gabon, ils préfèrent importer du riz de la France et importer du riz, par exemple, du Congo ou du Maroc. C'est ça, c'est l'aliénation, c'est cette histoire qui pèse encore chez nous. Quelqu'un doit aller prendre du riz en France alors que son voisin à côté qui cultive le riz ne peut pas acheter. Il préfère au moins, tout en faisant la coopération et chercher aussi la protection du pouvoir. C'est ce qui est embêtant. Je pense qu'avec la révolution des intellectuels, comme on veut, parfois on critique les professeurs n'ont jamais détruisent le pays, mais vous savez, les professeurs, sont des chercheurs, ils ont d'autres visions de voir les choses, mais il n'y a jamais eu de professeurs qui dirigent le pays. Il semble que le professeur monnaie leur intelligence aux politiciens. Alors, non, c'est pas dit ça quand même, non, on ne sait pas. C'est professeur Kabila les fils, Kabila les pères. Ouais. Mobutu a nommé des professeurs. Tout à fait. Alors, qu'avez-vous fait? Non, voilà, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Nous, j'ai fait des sacrifices énormes de mes enfants, ma famille et de tous les autres, d'obtenir un doctorat sur telle matière pour aider un jour le pays, parce qu'avec mes idées, on peut construire quelque chose, une théorie ou quelque chose de développement. Mais en arrivant ici, je pense qu'il faut me mettre dans des conditions normales qui permettent à ce que cette intelligence fonctionne très bien et contribue très bien. On me dit, bon, je suis conseiller à la présidence. Oui, je suis conseiller à la présidence et je ne peux pas vous dire, parce que ce sont parfois des secrets d'État. Il y a beaucoup de professeurs qui disent au ministre que, monsieur le ministre, tel document, telle affaire, ne peut pas aller dans ce sens-là scientifiquement, mais au finish, le ministre lui dit que non, attention, ça c'est un domaine politique, sinon j'aurai des problèmes. Alors, le professeur... Donc la politique domine la science. Bon, pas domine la science, ça dit qu'ici... Affaiblit la science. Affaibli, on peut dire affaibli, parce que les gens... Je te dis, on a fait beaucoup d'émissions où j'ai demandé pour au moins montrer si certaines choses devaient être en osmose avec la science, comme je parlais, comité scientifique de défense pour l'histoire de l'Est. C'est-à-dire qu'on pourrait
voir l'intelligence scientifique avec la politique et essayer de voir comment ça marche. Alors, on n'a jamais eu ça. Merci, professeur Omeonga. Je précise, il est professeur ordinaire. Il est cadre d'un grand parti, PSDV, parti cher à l'honorable ou sénateur Chou Kitundu, un homme intelligent de mon pays. Mais professeur Omeonga, parce que nous sommes encore sur la politique étrangère ou internationale. Le chef de l'État n'est pas au pays. Vous êtes sans ignorer qu'il est au Brésil. Ouais. Est-ce un voyage de trop? Non, pas un voyage de trop. Moi, je suis spécialiste en diplomatie. J'ai toute ma thèse, je le fais sous l'aspect diplomatique. Et j'ai toujours... La photo du chef de l'État. Et j'ai toujours pris les contre-pieds aux gens qui disent que non, il a trop voyagé, il a trop dit non. La diplomatie, c'est-à-dire que la fréquentation d'un pays, ça dépend maintenant du nombre de déplacements que le président peut faire. Et la diplomatie, c'est aussi les déplacements. C'est-à-dire aussi, il faut avoir des moyens conséquents pour vendre un pays. Vendre, ce n'est pas dans le sens d'aller dire que non, venez prendre mon pays, c'est-à-dire gagnant-gagnant. C'est de la coopération qui est bénéfique pour les deux parties. Mais ici, ce qui pose problème, le président voyage, pas comme il a voyagé par exemple au Brésil. On sait très bien qu'on va parler de la forêt, par exemple, la forêt d'Indonésie, des choses comme ça. Il faut qu'il s'en retourne avec des gens qui peuvent parler du cartel de biodiversité, cartel de comment on peut... Nous, on nous dit que bon, nous sommes un pays solution sur le plan des réchauffements climatiques. Mais il faut des gens qui essaient d'orienter les paysans. Les gens calés. Titrés. Ou des spécialistes à la matière, les gens qui savent aller négocier, parce qu'on ne sait pas qu'on travaille à l'environnement, qu'on peut aller savoir négocier comment... Pas les petits frères, pas les gens qui ont eu des postes pour la récompense, mais les gens qui méritent donc la méritocratie. Tout à fait, ça dit qu'on peut voyager, mais c'est les retombées, et les retombées, on ne peut pas l'avoir à l'injure. J'ai toujours dit à mes amis, même si on voyage pendant 5 ans, ce n'est pas à 1 minute près, à 2 mois près, qu'on peut déjà voir les retombées de ces voyages-là. Mais il y a deuxième chose importante, il faut savoir capitaliser les voyages diplomatiques et comment que ce soit bénéfique pour les pays. Il semble que les pays perdent trop par rapport à ces voyages, parce qu'il y a tout un budget, les pays ont des problèmes. Professeur Omeonga, il y a même un opposant qui a dit que c'est plus de 400 voyages depuis qu'il est là. Oui, mais les pronoms... Ce que je dis, ce sont des gens qui ne sont pas spécialistes qui disent ça. On peut voyager beaucoup, étant donné que, il faut voir aussi, le pays à un moment donné a fait des difficultés sur le plan extérieur. On a été un peu fermé. Fermé comment? Fermé, ça dit sous l'époque de Kabila les fils, ça dit que c'est l'époque tout était bien. Il ne faut pas me dire que tout était noir quand même. Non, je ne parle pas que tout était noir. Il y a des aspects diplomatiques qui n'étaient pas aussi bons. Par exemple, nous avons fait des problèmes avec les Schengen. Nous avons fait répartir un diplomate de l'Union européenne, envoyé spécial. Mais parce qu'il y avait l'ingérence. Mais parce qu'il y avait l'ingérence dans notre pays, dans notre politique interne. Et chacun d'eux devait respecter ses limites. Comme un pays souverain, on devait quand même taper la main sur la table. Voilà, c'est ça le grand problème des gens qui ne suivent pas tellement les circuits scientifiques. Non. Ce n'est pas parce qu'on est souverain qu'on ne peut pas tenir compte de l'autre. C'est dit quand même on est souverain, on ne peut pas vivre en autarcie. C'est dit que c'est un droit moral, diplomatiquement, de dire à votre partenaire ce que vous allez faire. Mais ce n'est pas pour autant qu'on perd la souveraineté. Et c'est ce principe des souverainistes qui à un moment donné est arrivé, parce qu'on disait que non, il faut pas, le président ne doit pas aller à voyager là-bas, le président ne faut pas aller à gauche. Il y a un moment donné où même, ça m'a fait choquer. Nous étions partis à Windhoek. Nous sommes partis à Windhoek, nous avons organisé, nous avons fait des choses qu'il fallait faire quand on était à ce moment avec le problème des processus électoraux. Et nous avons dit que la SEDEC devait nous aider dans ces processus électoraux. Et que le président namibien avait demandé au président comment on appelle, au président Thabo Mbeki d'être vraiment un représentant du spécial de la SADC en RDC, mais avant qu'il arrive, il y avait déjà une déclaration, de la présidence qui disait que le monsieur ne peut pas mettre les pieds ici tant que le régime de Kabila est encore au pouvoir. C'était maladroit diplomatiquement.
Ce sont des choses que j'ai dit. C'était mal réfléchi. Et puis, deuxième chose, nous avons dit que non, on devait mettre aussi à genoux les Européens en fermant la maison Schengen. C'est aussi maladroit diplomatiquement. Okay. On n'a pas mesuré les conséquences. C'est-à-dire qu'on n'a pas été devant un réalisme diplomatique. C'est ça que nous utilisons dans le jargon technique, manque de réalisme diplomatique. C'est-à-dire qu'on n'a pas mesuré les réalités en face en prenant certaines décisions politiques, diplomatiquement. Alors, professeur Omeunga, professeur à l'université de Kinshasa, professeur ordinaire, vous enseignez au département de Relations internationales. Vous avez autant d'élèves aujourd'hui, autant de professeurs. Quelqu'un même m'a dit, c'est lui là, c'est mon professeur. Alors, professeur Omeunga, parce que nous parlons de la diplomatie, il semble que le président Tshisekedi a encore fauté quelque part en acceptant qu'il y ait l'armée régionale ici à Kinshasa. Aujourd'hui, il y a le président Museveni et Uhuru Kenyatta qui sont en train de faire la loi à l'est du pays en créant l'administration. La RDC est isolée. Notre administration, nos minéraux, nos biens est gérée par cette armée régionale. Oui, je crois que là, vous me demandez devant un spécialiste en matière de sécurité et de défense, et je vais répondre en tant que spécialiste et non en tant que peut-être il n'y a pas de considération politique. Okay. Je crois que nous sommes fait au moins 3 émissions avec vous, vous vous souvenez, où j'ai demandé que pour les situations de l'Est, sécurité de l'Est, il fallait qu'il y ait la création des comités scientifiques de défense. Les comités scientifiques de défense devaient quand même, avant toute action, et c'est comme ça que ça se passe dans d'autres pays, où on voit que les grands centres de recherche guident parfois la politique étrangère et parfois la politique sécuritaire des grands États maintenant. Et je vous dis que le comité scientifique de défense devait prendre des spécialistes dans toutes les disciplines possibles et essayer de se mettre quelque part, de faire des analyses avec beaucoup de sang-froid, beaucoup de recul, et essayer de donner les recettes au président de la République pour décider. C'est-à-dire que ce comité devait donner des avis techniques. Mais là, à l'Est, c'est pourquoi j'ai dit ça. Parce que moi, j'ai fait déjà tuter plusieurs fois. Par exemple, je donne un exemple, plusieurs fois pour s'opposer dans mes tuteurs qu'il ne fallait pas accepter des zones tampons. Okay. Les zones tampons, nous l'avons... C'était un danger pour la République. C'était un danger, je l'ai fait plusieurs fois. Il semble que Mosé Laurent Désiré Kabila n'a pas accepté. Non, nous... À son époque aussi. Nous, je vous apprends, c'est-à-dire qu'il y a une information que c'est nous qui avons installé la MONUC ici. Nous, c'est-à-dire le professeur Touaremba et le président Kaméré, et nous autres, moi j'étais chargé de coordonner les services spéciaux, c'est-à-dire que suivre de près toutes les activités de la MONUC avec les services spéciaux. Et Mosé a dit clairement que vous ne pouvez pas accepter des zones tampons dans un espace souverain. Impossible. Okay. Ça, c'est déjà la répartition. Et ça, malheureusement, il semblerait que ça existe, des zones tampons, et que nos militaires, il semblerait que nos militaires n'arrivent pas là-bas, des choses comme ça. Deuxième chose, effectivement, comme vous venez de parler, c'est-à-dire que dans les cas de négociation, quand, par exemple, les cas de l'Est, il faut toujours accompagner toute négociation avec un rapport de force. C'est-à-dire qu'on ne peut pas négocier et avoir gain de cause si l'ennemi est devant la porte. Okay. Et nous avons négocié déjà, l'ennemi est chez nous. C'est-à-dire nous négocions dans une position de faiblesse. Voilà, c'est la deuxième chose. Troisième chose, c'est comme j'ai toujours dit, c'est-à-dire que le problème de l'Est, effectivement, ça pose un problème technique aussi parce qu'il faut que le président soit accompagné par des gens aussi qui sont, comme vous les appelez, titrés à la matière. Pas des jouisseurs. Pas seulement encore des gens qui font les APP. Et puis, il y a des gens qui viennent ici, curieusement, et ce n'est pas bon, ils essaient de donner des stratégies militaires et politiques à la télé. Quand on traite des stratégies pour au moins anéantir l'ennemi, il faut que quelque chose ait un lieu secret ou des stratégies tout le monde ne peut pas savoir. Merci. Mais ce qui est vrai, c'est que le chef de l'État a la volonté de mieux faire, mais peut-être il est mal entouré alors, comme les opposants le disent. Quand je parle ici, je ne critique pas le chef de l'État. C'est-à-dire que je parle tout simplement des techniciens. Quand je parle de techniciens, c'est-à-dire l'entourage, les gens qui devaient aider, parce que lui, c'était une autorité qui devait être entourée par des gens
des géopoliticiens, par exemple. Des géopoliticiens, ça dit que lui, le président, est partout dans tous les pays. Je pense, pour mesurer ici, dans tous les cabinets politiques ici, c'est difficile de trouver des géopoliticiens. C'est-à-dire, ces gens-là sont là pour faire des analyses prospectives, c'est-à-dire anticiper les événements dans leurs analyses que de subir les événements. Et la RDC subit souvent les événements. Ils n'anticipent pas les événements. Vous voyez ça? C'est ça, ils sont des gens qui sont attitrés, ils sont là, qui ont appris à l'école comment anticiper les événements. Alors, professeur Nonga. Donc, pour dire tout simplement sur des grandes décisions d'orientation, le président peut prendre ces grandes décisions d'orientation, mais après avoir eu un travail technique émis par ses collaborateurs. Lui ne peut pas travailler outre que ses collaborateurs. Je crois que si il y a le problème de la présence de la force régionale de l'Est, c'est qu'on lui avait montré les avantages et les désavantages, tout en appuyant plus sur les avantages de la présence. Malheureusement, je crois que maintenant on est dans une difficulté terrible. Alors, si on m'avait demandé, comme moi, professeur Omeonga, qui était conseiller pendant au moins 3 ans au ministère des Affaires étrangères concernant l'Afrique, et l'intégration régionale, je me suis spécialisé sur l'histoire de SADC, comme ça et par FACEAC, j'allais donner un avis contraire disant, au lieu d'aller vers l'Est, pouvons partir pour l'Austral. Parce que ces gens-là, SADC, tout ça, ils sont plus sérieux dans leur prise de décision. La preuve en est que nous étions en difficulté avec le musée, mais quand il a demandé Zimbabwe et Namibie, je crois qu'ils ont agi à la défensive à la même jour que nous étions sauvés. Voilà autant de choses que vous me demandez sur ces plans-là, pour vous dire que sur le plan scientifique, plus le plan scientifique, je crois qu'il y a des erreurs que les professeurs qui font des recherches sur ce genre de domaines peuvent donner des avis techniques. Malheureusement, ils ne sont pas consultés. Merci. La professeure a parlé comme un scientifique, pas comme un politique. Il a donné son avis comme un scientifique. Alors, professeur Omeonga, les mal est fait. Si cela est mal, pour le moment, la RDC est en train de s'organiser, est en train d'organiser son armée. Pensez-vous, avec la nouvelle énergie, on peut négocier en position de force? Mais ça, c'est ce que vous m'avez demandé. Si peut-être vous avez demandé comment vous voyez la contribution ou comment vous faites des projections par rapport à la situation réelle qui est exactement. Là, j'allais parler autrement. Mais c'est là où c'est une bonne question. Oui, ça dit que il y a des gens qui condamne le président à ne pas faire la guerre avec le Rwanda. Et nous sommes, moi je suis de ce côté, parce que je ne vois pas comment il devait faire la guerre sans qu'il y ait des analyses approfondies de la situation réelle à l'Est. Heureusement qu'il n'a pas fait la guerre. Parce qu'il y a eu beaucoup d'éléments. D'abord, nous étions infiltrés. Deuxième chose, et la conscience n'était pas tellement à la place. Et puis, troisième chose, il y a eu beaucoup des officiers qui étaient nommés dans des zones de commandement militaire, qui n'étaient pas pour lui. Donc, troisième chose, il fallait qu'il se rassure au moins des cordons sécuritaires de pays voisins, si tout le monde est d'accord avec lui pour faire la guerre. Donc, autant de choses qu'il devait voir, qui devait être son allié en cas de guerre et quels sont les rapports de force en cas de guerre. Et là, il a trouvé lui-même qu'il fallait d'abord réorganiser les services de sécurité, les renseignements militaires. Il semble que l'armée était aussi vieille, âgée de 5 ans, 53 ans. Il devait maintenant réorganiser, recruter maintenant les nouvelles unités militaires avec une nouvelle conscience, aimer la patrie, parce que là, vous voyez, il a fait un appel, comme en France à l'époque, il a fait un appel, ce qu'on dit, il a fait un appel à la patrie est en danger, et que vous avez vu des jeunes gens se mobiliser pour être recrutés comme de nouveaux éléments de l'armée. Et nous pensons que sa manière maintenant d'équiper, la manière maintenant d'éduquer, la manière maintenant de mettre ces gens dans des conditions normales, peuvent aussi essayer de faire une émergence d'une armée nationale puissante. Et je crois que d'ici 5 ans, 6 ans, 7 ans, et je crois que le Congo aura une armée forte. Et j'apprécie en passant que non, moi je ne suis pas aussi des gens qui disent que le président va laisser Bunagana, le président va laisser Bunagana, va laisser d'autres pays qui sont, d'autres localités qui sont prises par le Rwanda et il va partir comme ça. Moi, je ne suis pas de cet avis. Mais je pense que sa conscience est là que, avant qu'il termine ce deuxième mandat qu'il va en avoir,
je crois qu'il y aura une autre situation à l'Est. Il y aura une recomposition géopolitique à l'Est. Je ne vois pas que Bunagana et d'autres localités devaient rester aux mains de M23 soutenu par les Rwandais. Je ne crois pas. Merci, professeur Omeonga. Parlons-en parce que vous avez dit il ne va pas laisser, mais il y a ceux qui pensent qu'il lui reste, si c'est 2 mois, 3 mois, pour qu'il fasse des passations du pouvoir civilisé, peut-être à Faïlou, peut-être à Mouzitou, peut-être à d'autres personnes. Parlons du processus électoral. La classe politique, surtout les opposants, pensent qu'il n'y aura pas un processus crédible parce que les régimes planifient déjà la tricherie. Non. 2 choses sur ce point-là. La première chose, honnêtement et politiquement, les gens qui suivent un peu l'activité politique et qui analysent froidement les choses, à moins qu'il y ait peut-être un coup imprévu, mais quand on regarde en face du président de la République, il n'y a pas encore un opposant qui pourrait rassurer la population congolaise pour prendre les pouvoirs. Il n'y a pas un opposant? Oui, je ne vois pas. Je peux vous en citer. Hein. Oui, nous avons Faïlou, nous avons Mouzitou, nous avons Matata Pogno, nous avons Délice Sanga, nous avons Franck Diongo. Ils sont très nombreux. Hein. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas des opposants. Pourquoi vous, le pouvoir, vous traitez l'opposition actuelle comme une opposition pétée, une opposition faible? Non, non, ça dit, je ne dis pas qu'il n'y a pas de personnes qui s'opposent. Mais quand on dit un opposant pour prendre les pouvoirs, ça dit qu'on le voit, c'est les atouts qu'il a pour prendre ces pouvoirs-là. Les gens que j'ai cités, là, oui, voilà, non, honnêtement, je peux, parce qu'on n'a pas tout le temps, mais je peux vous démontrer personne par personne, peut-être avec les temps, mais avec les temps qui courent aujourd'hui, les élections en décembre 2023, je ne vois pas quelqu'un La photo de Kadima, s'il vous plaît. Quelqu'un qui peut amener tout de suite quelque chose qui doit convaincre maintenant pour effacer les bilans qu'on est en train de voir des Tshisekedi. Je ne dis pas que les bilans... Effacer les bilans? Non, effacer les bilans, je ne vois pas. Okay. Je ne vois pas. Parce que... Les bilans chaotiques? Non, pas chaotique. Comment on peut effacer un bilan chaotique? Non, les constats réels selon les opposants, tout est terrible. Non. Chaotique, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que tout est fait sur tous les aspects, mais je crois qu'à 80%, 85%, je crois que nous pouvons dire qu'il y a quelque chose qui s'améliore. Sur le plan. D'abord, la première chose, que le pays est fréquentable. Deuxième chose, on voit qu'il y a certaines organisations sur le plan des infractures et que je crois que ça reste peut-être, comme on a vu de son prédécesseur, que sur le plan social, il reste maintenant à régler certaines choses. Mais dans l'ensemble, on ne peut pas dire que tout est noir et quelqu'un qui peut venir dire que non, ce qu'il a fait, c'est plus que moi, je vais faire autre chose. Mais pourquoi le président de la CENI n'assure pas la classe politique? Non. Surtout, il n'y a pas l'unanimité autour de lui. Jusqu'à aujourd'hui, le PPRD n'a pas pris part au processus. Les idées de Martin Fayoulou, il y a d'autres partis politiques. Alors, il n'y aura pas l'inclusivité alors? Moi, je pense que ces gens ont été mal conseillés. Qui ont été mal conseillés? Les gens qui n'ont pas pris les processus électoraux. Joseph Kabila les a demandé de rester dans la résistance. Non, c'est ce que je dis, c'était mal conseillé. Donc Joseph a mal conseillé. Non, si j'étais le conseiller du président Joseph Kabila, j'allais dire que non, laissez le PPRD aller dans les processus électoraux. Il n'y a jamais, et nous, vous allez me donner raison, même quand nous étions dans la FCC avant, peut-être que je change dans l'Union sacrée. Vous êtes dans l'Union sacrée? Hein? Oui, maintenant j'ai l'Union sacrée. Mais maintenant, je dis, même à cette époque-là, il y a eu toujours des doutes des opposants. Même les gens de l'UDPS et les gens qui étaient en opposition, c'est douter des processus électoraux. Mais en fin de compte, quand on parlait de la machine, on disait quoi? La machine à voter. La machine à voler. La machine à voler, la machine à voter. C'est le même écrit qui se répète aujourd'hui. Donc, moi, je crois que, à moins qu'ils soient vraiment fondamentalement comme les vaillants des militants de l'UDPS qui ont dit à un moment donné qu'il ne faut pas aller aux élections. En 2006. Ils ont supporté la souffrance d'être en dehors des processus électoraux. Ils ont supporté ça. Mais je pense que les gens qui ont dit non, nous ne voulons pas prendre la machine, le train, c'est une erreur de les réparer. Je viens d'être avec Ferdinand Kambere qui a dit si eux ne prennent pas part aux élections,
Parce que le régime Tshisekedi s'est distingué en violation de la Constitution. Non, non, mais donc vous violez la Constitution matin, midi, soir. Non, mais il est en moi, je l'apprécie beaucoup, mon ami Kambere, mais je voudrais un jour que vous nous receviez en deux avec lui. Okay. On m'en parle parce qu'on était dans l'FCC, lui, il était dans les PPRD, moi j'étais dans les PRP, mais on était dans le même regroupement politique. Mais je voulais que je lui parle en face de ce qu'il peut me dire ça. Les samedis. Non, les samedis, j'ai une réunion. Bon, on va s'organiser. Mais parce que lui ne peut pas dire ça. Et c'était une erreur, je lui dirais en face, c'était une erreur de dire que nous, à un moment donné, j'avais un dirigeant d'un parti politique qui a dit que non, si tel n'est pas là, la terre va se brûler. Si on enlève telle personne, la terre va se brûler. Il y a un dirigeant politique de l'opposition qui avait dit ça, à l'époque, il a dit ça. Et deuxième chose, on ne peut pas intimider politiquement les gens. On ne peut pas nous intimider. Je salue le professeur Chadari. Voilà, mon collègue. Bon, non, ça dit qu'à chaque époque, il faut voir les réalités. Je pense qu'il serait mieux d'être dans les processus électoraux et se battre. Même aujourd'hui, ils pensent que bon, les gens, les pays extérieurs, vous voyez les États-Unis dernièrement, on dit qu'on va soutenir les processus électoraux et tout ça, il y a toujours des contestations. C'est ce qu'ils oublient. Il y a toujours des contestations. Il n'y aura jamais un processus électoral parfait. Okay. Même si aujourd'hui Tshisekedi partait, les mesures qui vont revenir, il y aura des gens qui vont dire non, il a mal organisé, il a mal fait ça. La plénière, les autres, sans vous dire, aujourd'hui, il faut maintenant que les gens qui se disent opposants aux gens qui ont dit l'opposition républicaine. L'opposition républicaine. Et là, il est à la CENI. L'opposition républicaine, la CENI. De quelle opposition? Les Manara, alors, vous les appelez. Les Manara et les autres. Les gens que vous avez débauchés selon les PPRD. Non, mais qui devait donner les quitus pour qu'ils soient considérés comme opposants? Qui devait donner? On a parlé de l'opposition, mais une opposition représentative. Une bonne opposition, pas une opposition ramassée. Non, j'ai dit non, pas. Pourquoi vous l'appelez ramassée? Mais parce qu'il faut qu'il y ait la lettre des partis politiques qui envoie l'air délégué là-bas. Manara est de quel parti politique? Didier Manara est de quel parti politique? Non, mais ils étaient... Il n'a pas un parti politique parce qu'il a été chassé au sein du PPRD, mais il est là à la CENI. Non. Ça dit que quand quelqu'un quitte une structure politique en disant que voilà, j'ai tracé ma voie, on dit non, une opposition ramassée. Quand les autres, mon ami et mon frère Agi Matembo, qui quitte il dit que la machine... Qui les a envoyés? Parce que Fayulu n'a pas envoyé, le PPRD n'a pas envoyé. Comment vous voulez Ils sont là par la bénédiction de quel parti politique? Mais vous voulez dire... Ça, c'est le forcing. Non, c'est ça vraiment dommage. Que cela soit considéré, comme vous l'avez dit, le terme n'est pas approprié, dit que c'est une opposition ramassée. Comment on pouvait dire que ce n'est pas une opposition ramassée? Il fallait que d'abord, que Fayulu dise que non, moi j'ai envoyé celui-là, et deux, Chadari dit que moi j'ai envoyé celui-là. Vous disiez la légitimité de l'opposition, parce que Fayulu, Chadari, Katumbi, tous ces gens-là, ils ont quand même la légitimité dans l'opposition. Ils doivent avoir la bénédiction de ces gens-là pour qu'il y ait l'inclusivité, professeur. Imaginons que nous sommes, nous deux, dans une structure politique et qu'aujourd'hui, je décide que je quitte cette structure et je me réorganise avec d'autres amis et nous disons que nous avons les mêmes fondamentaux, mais nous avons une orientation autre. C'est-à-dire que nous voulons, on ne peut pas servir les individus, mais nous voulons servir la République. Comment pouvez-vous appeler ces gens qui veulent servir la République des position ramassée? Merci, professeur. C'est ça le problème. Merci, professeur Omeonga. Alors, on rediscute sur les concepts, sur la sémantique des mots. Opposition ramassée, et puis... merci. Si ça vous blesse, vous n'avez qu'à aller consulter la Constitution. Alors, professeur Omeonga, évoluons avec vous. Évoluons, mais je ne suis pas d'accord si vous avez la Constitution. Merci. Alors, monsieur Rigan, je ne vais pas avoir l'illustration de quelques images de la francophonie. Parlons-en. Professeur Omeonga, vous enseignez, vous êtes plus basé dans la politique extérieure, les relations internationales. On a reçu autant de pays ici. Il y a ceux qui pensent que la RDC a raté l'occasion idéale pour mettre en valeur ses atouts. Mais plutôt, la francophonie était un jeu de la jouissance. Qu'a gagné la RDC en organisant ces Jeux de la francophonie? Mais comment?
Je n'ai pas bien compris, c'est-à-dire que les gens qui disent que c'était... Il fallait mettre les atouts de la RDC, il fallait mettre nos valeurs et vendre nos valeurs aux gens qui étaient venus dans notre pays. Mais il semble que la RDC n'a rien fait. Vous étiez plus dans la distraction, dans la jouissance. Non, c'est normal. C'est normal que les gens qui disent comme ça, ils le disent avec des lunettes de droite. Aidez-nous alors. Des lunettes de droite. Okay. Parce que la première chose, aucun pays ne peut organiser un tel événement s'il n'est pas fréquentable. Première chose. C'est-à-dire que si d'autres pays, amis, partenaires de la francophonie, de la langue française, ne peuvent pas accepter venir à Kinshasa s'ils ont trouvé que vraiment c'est n'importe quoi où le pays n'est pas gérable. C'est la première chose. Deuxième chose, je crois que même si on ne veut pas de ça, mais à 80%, nous avons vu les athlètes jouer et gagner. Et il n'y a pas eu de tueries, il n'y a jamais eu de violations des droits de l'homme, il n'y a rien eu. Tout le monde était calme, tout le monde avait le plaisir. Et je crois que tout en organisant ces jeux-là, ça suppose que la diplomatie marche parce que le sport, c'est aussi un instrument qui fait circuler les valeurs d'un pays et politiquement et diplomatiquement. Je crois que la culture, on a vu comment les musiciens chez nous, comment les gens s'organisent de manière culturelle, comment nous vivons, notre hospitalité, comment les Congolais sont, comment on dit, les Congolais basent sur l'hospitalité. Je crois que je ne vois pas comment devait être organisé ce pays et le jeu de la francophonie. Je pense que je profite de cette occasion de remercier les présidents de la République avec son gouvernement et tout en n'ayant pas oublié les partenaires qui ont pu contribuer de manière matérielle, moralement et leur présence à Kinshasa pour nous faire confiance. Je crois qu'il faut leur dire merci. Et deuxième chose, je crois que vous avez vu que l'organisation de tels jeux amène aussi parfois des retombées économiques. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont acheté certaines choses de chez nous, des souvenirs, les gens qui ont pu même visiter un peu scellés, ils ont pu laisser quelques sous, quelques ramassages de choses ici à Kinshasa. Et troisième chose, je crois que l'organisation, c'est comme la MONUC. C'est-à-dire que quand vous recevez une telle organisation ici, vous avez aussi des acquis, des infrastructures. Vous avez vu les gens criaient dans le stade de 20 mai, que j'ai vu 40 ans, que j'ai laissé à l'époque des Kakoko que nous avons regardés. Après, c'était déjà pour les chégués, les rats et le chien qui a couché là-bas. Et nous avons dit vraiment, je menais du stade du 20 mai et le stade des martyrs. Donc il faut quand même essayer de voir la valeur patriotique avant de voir toujours des considérations politiques qui veut toujours critiquer pour dire que non, il n'a rien fait. Ça, ce n'est pas bon quand on reçoit les étrangers, on reçoit les amis ici, on reçoit des gens qui sont venus nous voir et ils nous trouvent un peu dans l'esprit critique alors que des bonnes choses ont été faites. Je crois qu'à l'ouverture, comme à la clôture de cet événement, je crois que nous devons nous en féliciter et féliciter les organisateurs. Celui qui parle comme ça, c'est quelqu'un aussi, c'est un professeur qui a un esprit critique. Quand je vous ai dit à l'Est, je vous ai dit ce qu'il n'avait pas. Si aussi, effectivement, ici, à la francophonie, je pense que même d'autres pays ne sont pas venus, mais l'ensemble de ce pays était là et que je pense qu'on ne pouvait que se féliciter d'organiser cette affaire-là. C'est une victoire diplomatique pour le président de la République. Alors, professeur Omeonga, on change les sujets avec cette question. Il nous reste 2 ou 3 minutes. Il y a la sortie médiatique d'un ancien ministre de la Justice, professeur Luzolo Bambi, sur l'affaire Matata Pognon. Il a dit que l'ancien Premier ministre peut être justiciable devant la Cour constitutionnelle malgré l'arrêt. Ça a créé trop de tensions dans les réseaux sociaux. Vous êtes les aigles de la République parce que vous voyez loin. Pensez-vous que notre justice est si faible qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas avoir l'air juge naturel?
Non, ça, il faut dire les choses. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste, je ne suis pas juriste, je suis internationaliste et politologue. Donc, la première chose, mais quand même, je suis un scientifique, comme vous avez dit. La première chose sur le plan social et le plan, du moins, de la vision, telle que nous l'avons vue, parce que nous, cette affaire de Mokongalozo, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent, je vais demander à Kambere, mon ami, pourquoi il se réclame d'Emouze Laurent Désiré Kabila, qui avait amené les services nationaux, et qu'à notre époque, parce que moi, à notre époque, moi, j'étais encore là-bas, pourquoi on a pu abandonner ces services très importants pour embrasser Bukangalozo s'il n'y avait pas des intérêts Regarde la cachés. photo de Matata. S'il n'y avait pas des intérêts cachés. Deuxième chose, je pense que je suivi un professeur qui avait dit, mais si il y a des arrêts ou des dispositions constitutionnelles ou des dispositions juridiques qui disent que non, on ne peut pas juger un ancien Premier ministre parce qu'il était en exercice ou en fonction. Alors finalement, il y a la loi, il y a des gens qui sont au-dessus de la loi. Moi, je pense qu'il n'y a personne, même si le président de la République lui-même, ça dépend de la procédure, mais il n'y a jamais personne qui peut dire que non, même si je vole, même si je tue, et comme j'étais ancien Premier ministre, je ne peux pas passer devant les institutions judiciaires. Mais c'est ça aussi l'état des droits. L'ordre constitutionnel doit être respecté. S'il y avait un vide juridique, Matata Pogno ne peut pas ses lois à lui. Donc, il n'est pas justifié. Donc, alors on peut dire sur le plan éthique, pour le plan éthique, on peut dire que chez nous, en République démocratique du Congo, donc, on peut voler, tuer et chercher à être Premier ministre ou, comme moi j'étais Premier ministre, j'étais président de la République, comme moi j'étais chargé de telle et telle fonction, je peux tuer et quand je vais quitter, je serai toujours les mains blanches parce qu'aucune juridiction qui peut me mettre en difficulté. C'est le cas de Joseph Kabila Kabange, c'est le cas de Joseph Kabila Kabange parce que selon les statuts des anciens présidents de la République, tous les crimes, toutes les fautes commis pendant son mandat, et c'est jeté. Donc, on ne peut pas les juger sur les fautes pendant son règne. Ça c'est dans nos lois. S'il commet des fautes maintenant, là, il peut être jugé. Mais tout ce qui a été fait pendant son règne, il ne peut pas être justifiable devant la justice. Bon, de toute façon, moi, sur le cas précis, vous venez de donner, il y a des considérations juridiques, il y a des considérations politiques que je ne peux pas entrer dedans. Sinon, je peux vous dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas les moments et ce n'est pas un lieu qu'on parle de ça. Mais je pense qu'aucune personne qui peut se dire que non, parce que j'ai tué, j'ai violé, et comme j'étais président, personne ne peut pas me juger. Parce qu'on peut, par même le fait tout simplement qu'on te cite devant une juridiction, tu vas te présenter. Il a été cité dans l'affaire Chebea, mais Kabila ne s'est jamais présenté. Ça c'est une boîte à Pandore. Voilà, merci beaucoup. Les gens ne sont pas là pour au moins des choses comme ça, mais sinon, toute personne est censée être devant la loi et en dessous de la loi. Regardez la caméra, on retient quoi de votre passage ici par rapport à tout ce qu'on a dit? Non, moi je pense que je vous remercier d'abord pour ce moment-ci qu'on vient de passer. Je crois qu'on a fait le tour de table des questions importantes de l'actualité politique, internationale et sociale et culturelle de notre pays. Et je crois que j'ai aimé votre manière de conduire les débats et je crois que je demanderai aux gens, à mes enfants, à mes étudiants, à mes collègues, de me corriger et de faire la contribution là où j'ai chuté. Mais je pense qu'à l'essentiel, j'ai frôlé au moins toutes les réponses sur des questions demandées. Je crois que c'est ça, un universitaire, et je pense qu'on peut améliorer. Et je tiens à remercier, comme vous avez dit, dans les questions sécuritaires, je crois que notre armée est en train de monter en puissance. Et je crois d'ici 5 ans, parce que vous m'avez dit, je pensais qu'avec la réaction du président de la République, il peut terminer cette puissance en moi de l'armée. Et je crois que dans son deuxième mandat, et je pense sur le plan diplomatique, même si on va, les retombées ne peuvent pas venir tout de suite, mais c'est question d'encadrer, de capitaliser et techniquement chercher à gagner
tous ces voyages-là. Merci. Et enfin, je crois que merci. Je remercie beaucoup pour l'organisation de la francophonie, au Premier ministre, aux organisateurs, au ministre des Affaires étrangères et à tous les services techniques qui ont pu quand même contribuer à la réussite de la francophonie. Merci. On n'est pas encore au moment de propagande parce que le professeur a dit, dans le deuxième mandat du chef, peut-être que c'est dans l'échographie politique qu'il a vu les chefs de l'État. Dans mes analyses prospectives. J'ai dit l'échographie politique. Oui, mais, bon, ou la météorologie politique. Merci, professeur Omeonga. Je précise qu'il est professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa au département des relations internationales. Il est également cadre d'un grand parti PSDV, du sénateur Cheikh Kitundu, un homme intelligent de mon pays. Je souhaiterais aussi le recevoir parce qu'il y a autant de questions pour lui. Mais restez fidèles à nos programmes. Au revoir.